Salut à tous, Salut. c'est le premier épisode de Tatami Connexion. Premier épisode, premier podcast, on va essayer de faire au mieux, on s'améliorera. L'objectif de ce podcast, c'est de traiter un petit peu de tous les sujets qu'on entend et qu'on aborde chacun dans les vestiaires ou sur les tatamis, et d'essayer de les voir sous plusieurs angles et d'être le plus subjectif possible. Donc j'espère que ça vous ira, que ça vous conviendra. On a choisi un sujet qui fait beaucoup polémique dans le monde du grappling JJB pour ce premier podcast qui est: faut-il ou non autoriser la clé de talon? Donc on va se présenter dans un premier temps. Moi c'est Jarod, donc je suis pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA, donc depuis des années, ancien compétiteur. Moi c'est Rolly, alors je suis pratiquant de grappling, de MMA, de pancrace, et puis voilà, c'est déjà pas mal je pense. Déjà pas mal, toi tu continues à combattre. Ouais, je combats. Donc voilà quoi. Alors débutons ça. Pour ou contre le débat qui nous anime sur cette clé de talon. J'ai lancé sur notre Facebook, d'ailleurs merci à tous de nous suivre sur Facebook et sur Instagram dans un premier temps, ce petit débat qui a déjà fait parler. Merci à vous pour tous vos commentaires. J'essaierai de parler un petit peu de vos réponses au fur et à mesure. Donc voilà. On va commencer avec justement ce qui pour nous est notre point de vue, je pense. On va essayer de lancer les idées au fur et à mesure et d'argumenter, de débattre sur ces idées. Donc pour moi, le premier élément qui me vient à l'esprit quand j'entends clé de talon, c'est ça crée du jeu. Ça crée du jeu parce que souvent on voit dans les combats qu'on se retrouve dans des situations un peu figées. On le retrouve tout le temps, que ce soit en JB avec la 50-50 ou dans n'importe quelle position. Et le fait d'attaquer les jambes et particulièrement la clé de talon, ça permet au mieux de soumettre et au minima de renverser. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord, il y a tout un système à partir des attaques sur les jambes. C'est super intéressant, on peut le voir, en France on peut pas vraiment le voir, mais au niveau international, surtout dans les galas, genre Metamoris ou Polaris, etc. On voit que ça change complètement le jeu. Oui, c'est vrai que ça change complètement le jeu. D'ailleurs, on a vu que certaines académies ont basé l'essentiel de leur travail là-dessus, et ça a porté ses fruits. Enfin, ça a porté ses fruits dans un premier temps, je pense. Je pense aujourd'hui qu'il y a un revirement de situation et que du fait que tout le monde se soit intéressé à la chose et ait commencé à travailler sur les clés de talon. J'ai l'impression que ça, Mode, hein. c'est devenu une mode, une vraie mode, Il y a et qu'à c'est voir toutes les pages Instagram, leg locker, etc. C'est vraiment devenu une mode. c'est Tout le ça. monde se revendique leg locker. Tout le monde se revendique leg locker et avec plus ou moins de talent, hein. On va pas se mentir, il y en a qui ont des systèmes plus aboutis que d'autres. Un élément qui me fait penser qu'on est sur une transition, c'est le fait que Danaher ait sorti son DVD avec toute sa stratégie sur la clé de talon. Ça signifie qu'ils vont passer à autre chose. Ouais. Je pense qu'il y avait une rétention d'informations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il sent que le vent tourne et qu'il commence à attaquer autre chose. Et donc, voilà, il laisse ses miettes aux autres utilisateurs de la clé de jambe. Donc, Ouais, c'est un peu ça. ouais. Je le vois comme ça aussi. Ouais, mais je pense que le fait que Gordon Ryan, quand même, par exemple, commence à soumettre différemment, qu'il soit mis aux règles IBJJF, je pense que c'est un signe justement supplémentaire de cette analyse, entre guillemets. Ouais. Je pense qu'ils veulent attaquer le circuit IBJJF, hein, Danaher. Son équipe, il veut les envoyer sur le circuit IBJJF. Là, ils ont brillé sur tous les galas américains, mais il leur manque l'IBJJF. Ouais, l'IBJJF et pour d'autres comme Gary Tonon, le La MMA. DCC, la DCC, je crois pas qu'il l'ait non plus. La DCC, qu'est-ce que Gary t'en... Tonon, il a pas brillé à la DCC. Non, il a pas brillé à la DCC, il a Gordon Ryan, oui. Nicky Ryan non plus, n'a pas brillé, Il est jeune, il est jeune, il a le temps d'évoluer encore. Même si lui, on peut voir que son jeu, c'est pas forcément que la clé de talon d'ailleurs, il fait beaucoup de triangles.
Mais effectivement, et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai eu ce débat sur Facebook avec Frédéric Rabert, qui justement disait que la clé de talon était un jeu qui était facile à mettre en place et que ça permettait aux utilisateurs de la clé de talon de soumettre facilement et que si on l'autorisait en compétition, bah tout le monde l'attaquerait et tout le monde chercherait la facilité en gagnant sur cette clé de talon. Mais Je suis comme pas dit, d'accord. bah voilà, comme dit Rolly, le fait que Gordon Ryan, qui excelle et brille dans tout ce qui est submission only, qu'il n'ait pas réussi à briller à la DCC, qu'il se soit fait battre, je pense, euh, par, j'ai un trou de mémoire, euh, JT Torres, le fait qu'il soit fait battre aussi facilement par JT Torres, c'est bien la preuve que si la clé de talon était l'arme ultime, il aurait brillé, il aurait gagné, tout comme Gordon Ryan, la DCC. Et on voit même que Gordon Ryan n'a pas gagné l'absolute. Donc Philippe Pena l'a battu, lui a pris le dos. Donc Mais même, il y a même pas besoin d'aller si loin. Il y a qu'à voir les compétitions en France comme la Naga, où quand il y a 6, il y a pas que des clés de talon. Pourtant, elles sont autorisées. Mhm. Il y en a pas tant que ça. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y en a pas tant Tu que peux ça. voir il y a eu le roll-up aussi où c'était autorisé. Pareil, il n'y a pas eu tant de clés de talon que ça. Alors sur le roll-up, là où on peut nuancer, c'est que du fait que ça soit pas vraiment travaillé encore en France et pas démocratisé, y ait, les gens n'aient pas cette culture et donc ne l'attaquent pas en première intention. On a vu deux personnes essentiellement l'attaquer. On a vu Jassem Guéram, qui lui, on le sait, c'est connu, il attaque énormément les clés de jambes. Et lui, je pense que le jour où on autorise véritablement la clé de talon, il va encore plus briller dans ses compétitions. On a aussi Sofiane, Sofiane Boukezer, ouais, ouais, qui a attaqué la clé de talon qui a failli passer d'ailleurs. et qui, oui, puisque son adversaire est quand même parti vainqueur, mais en boitant. Mm. Et je pense que s'il était tombé sur un compétiteur français et pas international, parce que ça joue, c'était un Belge, je crois, Ah si ouais, mes bah, souvenirs sont bons. je crois qu'il avait gagné, non? Ouais, ouais, je crois qu'il avait gagné les qualifs ADCC. Exactement, donc le mec a l'habitude de travailler avec les Ouais, clés de ouais, talon, ouais. et je pense que c'est ça qui a pesé dans la balance et qui a fait qu'il a pu sortir C'est un de Allemand, il me cette semble. clé. Un Allemand, ouais peut-être, un Allemand ou un Belge, en tout cas il n'était pas français. Et je pense que s'il était tombé sur n'importe qui du circuit français, bah, il aurait pris la clé de talon. La personne aurait pris la clé de talon. Mm. Surtout que pour avoir tourné avec lui, il la place très très bien. Il a vraiment bien assimilé ce jeu de la clé de talon. Donc, euh, donc voilà, hein. Ça me fait penser justement, parce qu'on parle du circuit français, et pour rester sur le débat que j'ai eu avec Frédéric Rabert, c'est que je pense, et c'est ce que je lui ai dit, euh, que le jour où on légalisera la clé de talon, que ça soit sur le circuit français ou que ça soit dans le circuit BJJF, même si je pense qu'IBJJF, je rejoins Salim Issa, ou je sais plus si c'était Salim Issa ou si c'était Ilke Bulut qui disait que... Non, c'est Ilke Bulut qui disait que ça sera jamais Non, je autorisé en pense aussi que ça sera IBJJF. jamais autorisé. D'ailleurs, on le voit, hein, chaque année, ils endurcissent encore plus les Mhm. règlements sur les clés de jambes. Donc je pense pas qu'on sera à la clé de talon avec eux. Et, euh, donc je pense que si jamais c'était légalisé en France, il y aurait une période où tout le monde l'attaquerait. Les débuts, tout le monde va attaquer la clé de talon, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que ça s'essoufflerait. Et que les gens, après, bah, rajouteront cette arme qui est indispensable dans leur jeu. Mais en fait, quand ils verront que ça passe pas systématiquement, ils seront obligés de faire autre chose. C'est vrai. Nous, on l'a vécu. Rolly, qui est ici, a combattu sur un événement où il avait le droit aux clés de talon, donc on les travaillait pas du tout. On a commencé à les travailler tous les deux pour cet événement. Alors ça a été vraiment une grosse découverte pour nous. On a été complètement piqué par cet outil. Ouais, tu peux le dire. Ah ça c'est sûr, on l'a vraiment incorporé, on a tout étudié, on a tout décortiqué de l'attaque à la sortie. Et, euh, et on a vu deux effets. Le premier, c'était que d'attaquer la clé de jambe, bah, quand tu commences à maîtriser particulièrement bien les sorties ou les contres, bah, c'était plus aussi facile que ça de soumettre. Que souvent, la clé de cheville dans l'axe ou la kimura de cheville était plus efficace. On avait un meilleur taux de rendement. Et la deuxième chose qu'on a vu, c'est que, et c'est un des risques que je vois quand on commence à attaquer la clé de talon, c'est qu'on s'enferme dans ce style.
Et là, je rejoins pas mal de monde qui a réagi dans ce sens, c'est que au bout d'un moment, on essaie de faire que ça. Et on en oublie Les bases. les bases, exactement. C'était Basile aussi qui me parlait de ça et qui me disait que par exemple, si on commençait à travailler en débutant sur la clé de talon, on perdait justement toutes les bases qui font de notre sport un sport riche et varié et qui nous permet de nous adapter à toutes les situations. Non, c'est clair. Moi qui suis pas particulièrement un passeur, quand j'ai commencé à travailler les clés de jambes, je calculais même plus les passages de garde, je cherchais même plus à m'améliorer dedans. Je plongeais dans les jambes directement. Oui, oui, Donc, soit j'arrive à soumettre, soit l'adversaire remontait et après j'étais en difficulté. Donc, parce que c'est à double tranchant les attaques aux jambes. Soit ça passe, soit on se retrouve souvent en galère quand même. c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se retrouver souvent en galère. Je pense que la clé de talon est surtout adaptée à des styles comme le submission only, le MMA ou le pancras. D'ailleurs, là où c'est autorisé, hein, la plupart du temps, parce que même en France, on va dire que peut-être à part le Naga, la seule compétition, enfin le seul gala, non, il y en a deux, où j'ai vu que c'était autorisé, il y a l'HBI, c'est du submission only, et le roll-up, c'est du submission only. Pourquoi? Parce que si on perd la position après une clé de talon, une tentative de clé de talon, ben, c'est pas foncièrement grave, Mhm. dans le sens où on peut continuer à travailler. Alors que quand on est sur un circuit classique FFL ou CFJJB ou IBJJF et qu'on attaque les jambes et qu'on se retrouve en dessous et qu'on perd 2 points bêtement, ou pire qu'on se fait passer la garde, là on est dans un autre cas de figure. C'est plus compliqué et je pense que ça freinera aussi certaines personnes. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça, c'est à nuancer, c'est à nuancer. Je pense que c'est une arme qu'il faut avoir dans sa besace, mais et qui permet des transitions, parce que c'est vraiment ça. Hein. On peut grâce à cette clé de talon, on peut passer d'une clé de jambe à une autre. On peut venir, on peut passer d'une clé de bras et je sais pas moi d'un juji, on peut Ça rentrer dans crée les du jambes. jeu, Ça crée du jeu. comme on le disait au début. C'est ça, faut le voir comme ça. Faut le voir comme une transition supplémentaire ou Une arme en plus. une arme en plus, tout simplement, et pas comme quelque chose de révolutionnaire ou quelque chose de sacré qui. Il n'y a pas d'arme ultime de toute façon dans notre sport. Je pense qu'il n'y en a pas. Non. Mais la clé de talon, bah, ça n'en fait pas partie. Ça n'en fait vraiment pas partie. Par contre, si demain elle venait à être légalisée, je serais contre, logiquement, qu'elle soit utilisée par les débutants. Parce que, d'une part, je pense qu'en tant que débutant, on n'a pas les bons automatismes et les bons réflexes pour bah, tout simplement pour pouvoir gérer une attaque en clé de genou parce que il n'y a pas plus de blessures que ça quand on la maîtrise, mais souvent la blessure vient non pas de celui qui engage la soumission, mais plutôt de celui qui essaye de sortir et qui sort mal. Ouais, c'est sûr. Par contre, pour les débutants, moi je serais pour le fait d'enrouler la jambe. Complètement. De Du... l'extérieur. Donc là tu parles sur une clé de cheville Sur une classique. clé de cheville classique. Ça serait un avant-goût, on va dire, pour la clé de talon quand ils passeront en confirmé. Ouais. Après, quand tu dis enrouler la jambe, est-ce que dépasser Oui, la oui, ligne dépasser médiane, complètement. mais est-ce qu'on parle de replacer le pied sous la cuisse opposée? Enfin, Oui, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, pour moi, oui. Pour toi, oui. Parce que là, il y a clairement knee ripping, hein, chose qui est interdite presque partout. Euh, Pourquoi c'est interdit? Parce que aussi il y a une tension sur le genou, donc Mhm. risque de blessure. Mais Et bon, si on attaque la clé de talon, de toute façon, le knee ripping est autorisé. si on attaque la clé de talon. Non, mais là on Donc en parle. confirmé. Oui, mais on parle en débutant. En débutant, là je reste sur le côté débutant qui attaquerait Alors ouais, oui. une clé de jambe. Et je pense que si passer la ligne de hanche, enfin en tout cas la ligne médiane, pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas complètement verrouillé, entre guillemets. On a toujours une possibilité de sortie. Mais de là à repasser la jambe en dessous, où là on verrouille très très fortement, on est dans le même cas de figure où si la personne elle tourne mal, ou on l'a déjà vu, la douleur ne vient pas tout de suite, mais quand elle vient en général ça casse, pour certaines personnes. Le manque d'expérience fait que on pourrait être exposé à des blessures. Après, ça sera travaillé à l'entraînement de toute façon. Là, je pense que peu de gens les travaillent.
à raison, parce qu'elles sont interdites, donc pourquoi perdre du temps à travailler quelque chose qu'on pourra pas mettre en pratique. Mais à partir du moment où il y aura une pédagogie dessus, moi je suis pour. Je suis pour enrouler complètement la jambe. Ouais, ça se tient, hein, ça se tient. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que si demain on légalise la clé de talon, ça va redistribuer les cartes. C'est-à-dire des gens qui sont très forts aujourd'hui, potentiellement pourraient laisser leur couronne demain. Parce que tout le monde peut taper sur une clé de jambe. On l'a tous vécu, on l'a tous vu. Une ceinture blanche peut faire taper une ceinture noire si il attaque dans le bon timing et de la bonne manière une clé de jambe et potentiellement une clé de talon. Donc, euh, donc c'est vraiment un truc qui peut arriver, qui peut redistribuer les cartes. Ouais. Mais moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que les mecs chauds aujourd'hui, si ça devient autorisé, vont les travailler également. Donc je vois pas, non, je pense que les mecs chauds resteront chauds. C'est possible. Mais je parle dans un premier temps. C'est-à-dire que à terme, oui, à terme, tout le Oui, monde les aura travaillés. Mais quand je vois ça, quand je dis ça, c'est plutôt dans un premier temps avec ceux ce qui les qui les travaille travaillent déjà. déjà. Qui les travaille Parce qu'il y déjà. a plein de clubs qui les travaillent déjà pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils combattent dans des disciplines, enfin pas dans des disciplines, soit si, dans des disciplines avec le MMA, le pancras Mhm. où c'est autorisé. D'ailleurs, je vois peut-être plein de mecs du pancras ou du MMA qui pourraient justement cette fois-ci gagner certains combats contre des mecs du jiu-jitsu brésilien par exemple. Ouais, ouais. Parce que le jiu-jitsu brésilien, faut savoir que, enfin, vous le savez sûrement tous, mais on a le droit à la clé de jambe par strat. C'est-à-dire que plus on évolue, et plus on a de liberté dans les clés de jambe. C'est-à-dire à partir de la marron noire, à partir de la marron donc, on peut attaquer kimura de cheville, kimura de cheville, clé de genou, et avant on est que sur de la clé de jambe dans l'axe. Donc, euh, donc ça veut dire que de la blanche à la violette, et quand on est violette on a déjà un bon niveau, on n'a pas du tout commencé à travailler la clé de jambe. Donc c'est un problème. C'est un problème. On prend clairement du retard, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis pour qu'on travaille les clés de jambes dès les débutants, entre guillemets, en club. Parce que même si on reste dans le circuit classique et qu'on oublie la clé de talon et qu'on oublie cette légalisation, quand on arrive à une ceinture marron, et ben si on commence à la travailler en ceinture marron, c'est un vrai problème. Parce que il y a des gens qui l'auront déjà travaillé et on se coupe d'armes qu'on nous offre pour gagner des compétitions parce qu'on les aura pas travaillées. Donc il va falloir une saison ou deux pour tout Mhm. simplement les mettre en place. Et c'est une saison ou deux de perdu, entre guillemets, sur ce sujet. C'était Vincent Nguyen, j'avais beaucoup apprécié ce qu'il avait dit il y a des années sur une vidéo, où il parlait sa propre évolution. Il disait que le fait d'être devenu professeur, il réouvrait son entonnoir. C'est-à-dire que jusqu'à la ceinture noire, il a eu un entonnoir de technique qui s'est spécialisé. On l'a tous vécu. On commence avec un tronc commun, du large, et plus on évolue, et plus on se spécialise dans un jeu. Et Mhm. le fait de devenir professeur, il a réouvert cet entonnoir. Et il expliquait que quand il travaillait un nouveau style, il redevenait ceinture blanche De dans ce ce style, ouais. style. Ah ouais, je l'ai vu la vidéo. Et c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et je pense que à la ceinture marron, eh ben on a allez, 90% de ceintures marron qui sont ceintures blanches en clé de jambe et qui perdent un temps fou quoi parce qu'il faut regravir les échelons pour la travailler. Donc je pense qu'il faudrait commencer à la travailler plus tôt. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis en plus de ça, le fait de les travailler, comme on disait, ça évite les blessures, hein. Quand on connaît quelque chose, on n'en a plus peur. Parce que là, le principal argument qu'on entend, c'est la peur. La peur de la blessure. Oui, C'est vrai que le genou, ça fait peur. Dans l'inconscient. Bah, c'est vrai que nos genoux, on les utilise beaucoup dans nos sports. Et une blessure au genou, c'est lourd. c'est lourd, c'est C'est long. lourd, c'est long, on sait jamais si on pourra revenir à 100%. Après, après une blessure, il y a un blocage psychologique, c'est compliqué. Oui, ouais, puisque on parle de la convalescence, mais effectivement, on pourra en discuter sur un autre podcast. On n'a pas encore tous nos sujets, mais c'est vrai que chaque personne qui s'est blessée et sur des grosses blessures, on a la convalescence.
On vient, on se rentraîne gentiment, mais la période avant de retourner à 100%, elle est longue. Elle est longue, juste ne serait-ce que le fait de retirer une genouillère ou un strap. On est combien à continuer à mettre une genouillère alors qu'on n'a plus rien? Parce que Ouais. psychologiquement, on se dit ça va tenir mon genou et c'est mieux comme ça. On l'a tous vécu, hein. Le pire, c'est que si on enlève, ça changera rien, hein. Mais psychologiquement, ça change tout. C'est ça. Parce qu'il y a toujours cette peur de tomber, hein. Quand on dit on chute, il faut remonter tout de suite. Mais là, le problème, c'est qu'on peut pas remonter tout de suite, dans le sens où bah, il faut le temps de se réparer, quoi. Le temps de se faire opérer, ou le temps de guérir une entorse, ou ce genre de choses. Et ça met du temps. Et je pense que les gens veulent continuer à pratiquer toute la saison, et que d'attaquer ce type de clé, ils s'exposent à une blessure hypothétique. Parce que on a Mengo qui disait qu'il avait vu une vidéo, et j'en doute pas une seule seconde parce que j'y crois, c'est que sur la clé de talon, il n'y avait pas tant de blessures que ça. Les seules blessures, c'est vraiment si on ne maîtrise pas cet outil, quoi. C'est vraiment ça. Après, ça dépend aussi de... Si on parle à l'entraînement, ça dépend d'avec qui on tourne. Oui, Voilà, c'est super important. Mais après, ça, c'est valable sur chaque soumission, en fait. Une kimura de cheville peut être, pour moi en tout cas, est plus dangereuse qu'une clé de talon. La oui, cheville, elle pète très facilement. oui. Donc, en plus, on a tendance à forcer sur une kimura de cheville. On a tendance à forcer et je trouve que le levier est souvent plus fort sur la kimura de Ah cheville que oui, sur la clé de on a talon. une saisie très très forte. Enfin, je nuancerais entre la clé de talon dans l'axe, entre Mhm. guillemets, et la clé de talon Inversé. inversée. La clé de talon inversée, je vous l'accorde. Celle-là, ouais, Ah, celle-là, elle fait peur. elle fait peur. Moi, c'est plutôt celle-là qui me fait peur que la clé de talon dans l'axe. D'ailleurs, on pourrait nuancer et permettre, puisque de toute façon, on a un règlement qu'on peut adapter et ajuster. On pourrait permettre la clé de talon dans l'axe et pas forcément la clé de talon inversée. C'est vrai que la clé de talon inversée, elle fait peur. De toute Ouais. façon, quand tu te retrouves en clé de talon inversée, en général, tu tapes, t'essayes même pas de... Je tape pas, je crie. Ouais. Je crie, je hurle, stop, lâche-moi, laisse-moi tranquille, je veux pas. Dès que tu vois que le mec C'est a enroulé, ça y est, c'est donc chaud. ouais ouais c'est vraiment très chaud. Moi je sais que celle-là ouais c'est la seule qui m'inquiète entre guillemets parce que quand on l'a fait à l'entraînement, ça par contre je suis d'accord que faire travailler à l'entraînement et faire de la compétition c'est deux choses Ça différentes n'a aussi. rien à voir. Il y a un stress, il y a une envie de gagner donc potentiellement Je une sais que blessure quand on est travaillé à l'entraînement, souvent je les posais en fait. ouais Voilà, je verrouillais, mais j'engageais pas la soumission. ouais. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on n'est jamais vraiment à 100% quand on est à l'entraînement parce qu'on est là pour travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Donc ouais, ouais, c'est un élément qu'il faut prendre en C'est compte. vrai que c'est pas con ce truc d'autoriser la clé de talon classique et interdire la clé de talon inversée. Oui, oui, parce que dans la clé de Ça serait un talon, premier pas en tout cas. c'est un premier pas. Ça permet de travailler en toute sécurité entre guillemets sur sur la clé de talon. Après, après, euh, après, ce qu'il faut aussi, c'est bien former les arbitres. Il faut bien former les arbitres. Si jamais demain on autorise la clé de talon, ou si on autorise le knee raping, il faut bien former les arbitres à déceler et à voir comment dire, le danger se profiler, entre Après c'est guillemets. compliqué de sur des confirmés, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire? La clé de talon engagée, le gars tape pas, tu peux pas arrêter le combat sur des confirmés. Non, mais je veux dire sur le fait d'autoriser celle dans l'axe et pas dans et pas Oui, oui, l'inversé. oui, C'est-à-dire que eux connaissent la transition entre les deux et que oui. quand ils commencent à voir la transition, ils stoppent tout de suite Là le combat. ouais. Parce que le problème qu'il y a, c'est que s'ils connaissent pas la transition, le temps qu'ils réagissent, ça sera trop tard. Mhm. Le genou, il aura sauté. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça, on le voit clairement. Enfin, quand on regarde les EBI ou quand on regarde les galas comme ça, on le voit quand le mec il commence à tourner et à inverser la jambe. Il y a un temps. L'arbitre, il peut stopper le combat à ce moment-là. Il peut stopper le combat. Après, j'ai envie de dire, si le mec il tape pas, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que t'es pris en juji, tu tapes pas, ton bras il casse. T'es pris en kimura, tu tapes pas, ton bras il casse. Tu t'es pris en clé de genou, tu tapes Non, non, pas, ton genou il casse. je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est
Là-dessus, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui disent oui, oui, mais c'est dangereux, oui, oui, mais toute clé est dangereuse. Après, on fait un sport de combat, un art martial, on sait aussi à quoi on s'expose. C'est clair. Il n'y a pas de secret, quoi. On sait à quoi on s'expose. Donc voilà. D'ailleurs, l'arbitrage, ça aussi est quelque chose sur lequel on pourra traiter et discuter. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Ce qui est bien, c'est que on vous parle et en même temps, on a des petites fulgurances sur les prochains thèmes. Je pense que ça aussi, ça fera couler pas mal d'encre parce que on prend des notes et je pense que ça, je vous fais confiance là-dessus et je pense qu'on aura aussi pas mal de commentaires à ce niveau-là. Donc voilà. Le dernier point que moi je verrais, après je sais pas si toi Rolly, si t'en vois d'autres, mais c'est le fait que les gens, si on autorise la clé de jambe, s'enferment vraiment dans ce style parce qu'on l'a vécu. Tu l'as vécu d'ailleurs, où là on essaye justement de faire un peu machine arrière et de retravailler différemment. Parce qu'on est tellement rentré sur le jeu de la clé de jambe et notamment de la clé de talon qu'on en oublie ce qu'on fait d'habitude et des trucs qui marchent. Et ça, tu l'as vécu toi en compétition. Je l'ai vécu et c'est vrai que j'ai eu du mal. Pendant combien de temps je travaillais à la clé de talon? Quasiment pendant 3-4 mois, mais vraiment à faire que ça, quoi. Et repasser sur le circuit classique, j'ai mis un petit temps, je mets un petit temps d'adaptation. Ouais. J'ai du mal, même sur les clés de cheville, je vois, j'ai envie d'enrouler, je réfléchis, je bug des fois, je vais pour enrouler, après je me dis non, je peux pas. Donc ouais, ça demande un temps d'adaptation pour revenir dans les règles. Ouais, pour revenir dans les règles, mais surtout aussi, je voyais plus sur le fait que toi, par exemple, t'étais un mec qui guillotinait pas mal et qui mettait pas mal de triangles, ou même de kimura, ça t'arrivait, et que tu t'es tellement enfermé dans la clé de jambe que si ta clé de jambe elle passait pas, t'essayais pas forcément de faire de transition sur d'autres soumissions, et que ça t'a coûté quelques combats, ouais. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est un style qui enferme vachement. Parce qu'en règle générale, ça passe quand même sur beaucoup de monde. Sauf que y a des mecs sur qui ça marche pas. Ah, il y a des mecs qui sont ultra souples. Hein. Ah, il y a des mecs, tu peux leur mettre une kimura de cheville. Bah, Miao. Hein. Tu prends un Miao qui a le gros orteil qui lui touche le tibia. Incroyable. Et le mec, il tapera jamais. Incroyable. Il tapera jamais. C'est un vrai problème. C'est des fléaux, ces types-là. Et on en connaît tous. On en a tous au moins un dans chaque club où tu viens, tu peux lui attaquer ce que tu veux. Et ces mecs-là, si tu les étrangles pas... faut les étrangler. C'est un vrai problème. Tout le monde a le même coup. C'est ça. On s'endort tous face à l'étranglement. Ou face à certaines histoires. Mais par contre, c'est vrai que la clé de jambe, ou même certaines clés de bras, hein, moi j'en ai vu certains prendre des kimura de dingue et ne jamais taper, et d'arriver à te sortir de l'enfer, comme on dit. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc ouais, c'est ça, c'est faire attention à ça, c'est-à-dire travailler la clé de jambe, travailler la clé de talon, mais pas que. Et vraiment, pour les professeurs surtout, essayer d'être vigilant là-dessus, et d'essayer de faire en sorte... On s'est enfermé là-dedans parce qu'on les travaillait pas avant, et on a voulu rattraper entre guillemets notre retard. Ouais. Si maintenant elles sont légalisées, je pense qu'elles vont rentrer dans le cursus classique, dans le cours, quoi. Elles vont rentrer dans la continuité, donc on va plus faire une fixette sur ça. Ouais. Nous, voilà, on préparait une compète où c'était autorisé, on n'y connaissait rien, on voyait ce qui se passait ailleurs. La clé de talon, ça marchait, c'était le gros boom en plus de la clé de talon. Ouais. Donc on a voulu vraiment bosser que sur ça, et ça a été une erreur. Ça a été une erreur technique. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est la seule chose où il faut être vraiment vigilant. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On va l'autoriser, il va y avoir peut-être une saison où les mecs ils vont tenter que ça, et puis après ils vont comprendre et ils reviendront sur leur base. C'est pour ça que je pense que si elle doit être autorisée, il faut prévenir, par exemple, pour la saison prochaine. Oui. À partir de la saison prochaine, c'est autorisé. Oui. Ça va laisser le temps à tous les clubs de l'avoir sur une saison. Et là, on évite un grand nombre de blessures. Parce que si on vient et que du jour au lendemain on l'autorise, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Là, on va avoir une multitude de genoux qui vont sauter. Les mecs qui ont l'habitude de la travailler, ils vont avoir
l'avantage directement. Bah, je pense au mec de la Luta, hein. Le premier qui m'a répondu et qui a mis un commentaire, c'est Wendy qui m'a mis un gros oui, hein. Wendy, il attend que ça, par exemple. Lui, je sais que ça lui servirait énormément d'attaquer les clés de talon. Donc, et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Mais les mecs de la Luta, ils les travaillent. Les mecs du MMA, les mecs de tous les styles où c'est autorisé, quoi. Ouais. Ouais, non, ils auraient vraiment un temps d'avance sur les autres. Donc c'est vrai que ouais, ton idée de venir et de présenter ça pour la saison d'après, ça peut être pas mal. Planifier, quoi. De le Du planifier. jour au lendemain, ça serait une mauvaise idée. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, hein, on fait passer le message, hein. Je sais pas si on nous entend, je sais pas combien vous serez à nous écouter pour ce premier épisode, mais s'il y a quelques officiels de fédération, je pense, bah on est en France, hein, la plupart des combats qu'on fait c'est sur le circuit FFL. CFG. CFG. Donc on va dire William, hein, c'est William, tu l'as autorisé pour le roll-up. Pourquoi pas l'autoriser sur le circuit, peut-être en confirmer seulement, je sais pas. Mais à y réfléchir. On a donné pas mal de points, ça peut être une solution, hein. On peut voir, bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires, c'est pas vraiment représentatif, mais sur la vingtaine de commentaires qu'il y a eu, là, 34 commentaires. 34 Je commentaires. compte les miens, mes réponses. T'es un escroc. Ouais, je sais. Il y a beaucoup plus de pour que de contre. Bah, j'ai dû avoir 2 contre. Il y a 2 contre. Et encore. Parce que sur les 2 contre, on nuance. Par exemple, Frédéric Rabert disait que lui la travaillait. Et qu'il aimait la travailler, sauf qu'il n'était pas pour la mettre en compétition. Donc, les gens l'aiment, mais qu'à moitié. C'est une bonne amie, mais Ouais. c'est la fille qu'on veut pas présenter à ses parents, quoi. Exactement. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc ouais, non, il faut voir. Et il faut la légaliser, c'est rendre cette fille honnête. Un peu, On peut dire ça. voilà. Et on va lui dire qu'à l'année prochaine, on le présentera aux parents. Donc voilà, ça peut être un début de piste. On a porté haut et fort la flamme de la clé de talon. Donc voilà. Je sais pas, qu'est-ce que t'as à rajouter? Ah, pas grand chose, je pense que tout est dit, hein. Ouais, je pense. On est pour. Je pense que ça s'est senti. On a essayé quand même de voir les contre, hein, et de nuancer notre propos, mais c'est vrai que bon, nous on est pour, hein, on est vraiment pour. Donc voilà, on l'a travaillé, on est prêt à la mettre, donc n'hésitez pas, on va venir, on va commencer à les attaquer. Donc voilà. Bon, si on parlait un petit peu de d'où vous pouvez nous retrouver, parce que là on débute, on va voir, on a déjà donc Facebook, Tatami Connexion, Instagram, ouais, qui a été créé. On a Tatami-8 Connexion. C'est ça, sur Instagram, ouais, c'est ça. De toute façon, sur le Facebook, j'ai mis là maintenant. Instagram nous permet d'avoir une petite vignette là qu'on peut scanner, donc je l'ai mise. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On va essayer de faire vivre ces pages-là au fur et à mesure. Bon, déjà, un mec high-tech, toi. Je suis un mec high-tech. Je me suis formé sur les réseaux sociaux. J'adore ça. Il faut vivre avec son temps, mon grand, hein. C'est donc le podcast sera diffusé sur YouTube. Une chaîne a été créée, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche aussi pour être toujours notifié des nouveaux podcasts. On va les mettre aussi sur SoundCloud. Pourquoi? Parce que comme ça vous pourrez les écouter en marchant, en vous déplaçant, parce que YouTube c'est pas toujours évident. En faisant la vaisselle. En faisant la vaisselle. Moi quand j'écoute un podcast. Voilà, hein, on va pas se mentir, hein. C'est l'avantage du podcast, c'est que vous pouvez faire votre vie en même temps que vous écoutez notre voix suave, vous parler de votre passion, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui va et ce qui va pas. C'est constructif et ça nous aidera à évoluer sur les prochains épisodes. Si vous avez des idées de sujets à aborder, pourquoi pas. Alors après, j'espère qu'on sera aussi performant que sur des sujets qu'on trouve nous-mêmes, hein, parce que on connaît pas mal de choses du fait que ça fait longtemps qu'on est dans le circuit, mais on n'a pas la science infuse, donc ça c'est pas grave, ça nous fera un petit travail d'archive à faire et puis on essaiera d'apporter des éléments constructifs. Donc voilà. Je pense qu'on est bon, hein, pour ce premier épisode. On a fait le tour de la question. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et on se donne rendez-vous sur les réseaux. Sur le prochain podcast. Et sur le prochain podcast de Tatami Connexion. Allez, salut. Salut.